Zone Floue, c'est un espace de dialogue et d'écoute néo-antiraciste réalisé dans nos salons à Grenoble. Né de l'initiative de 3 artistes grenoblois et de la volonté d'un espace intime, en non-mixité racisée et locale, on y aborde des problématiques liées au racisme, et pas que. Psychophobie, classisme, sexisme, etc. La lutte intersectionnelle, avec comme point d'entrée le racisme, le colonialisme et l'impérialisme. On a pensé cet épisode en 2 parties. Donc celui-ci traitera de l'avant nos voyages respectifs. Dedans, on se pose la question de partir, rester ou retourner au bled. On traverse aussi la question de devenir citoyen de son pays d'origine, tisser ou retisser des liens avec le bled. On parle de tourisme, de regarder ailleurs, de se déplacer et de fuir un racisme pour en retrouver un autre. Donc on vous demande d'être indulgent parce qu'on était super fatigués en l'enregistrant et que le chat dans le salon a fait des siennes. Zone flow. Bonjour. Bonjour. Donc le podcast aujourd'hui va s'articuler autour du déplacement, autour du voyage, du concept de partir. Et on va commencer par une petite question que j'avais envie de vous poser. Est-ce que tu as déjà envisagé de partir vivre ailleurs ? Est-ce que vous avez déjà envisagé de partir vivre ailleurs ? Et qu'est-ce qui vous retient en France ? Alors oui. Est-ce que j'ai déjà envisagé de partir ailleurs ? Oui, j'en ai déjà parlé dans l'épisode pilote. Moi, c'était une envie que j'avais déjà ado. Et donc, je l'ai fait. Je suis partie à 19 ans pendant un peu moins d'1 an. Et je l'envisage toujours. Donc, je vais le développer un peu pendant cet épisode. Mais j'ai envie de retourner aux États-Unis. Un endroit différent des États-Unis ou le même ? Oui, alors j'étais donc partie sur la côte Est, dans l'État de New York. Et là, ce serait la Californie. Notamment parce que les communautés queer, BIPOC, donc de couleur, sont beaucoup plus présentes. Et je pense que la communauté, c'est plus simple là-bas. Le faire communauté pose moins de questions qu'en France. Voilà. Okay. Et pour ce qui est de ce qui me retient, forcément le confort de rester là où on connaît. La familiarité, les proches aussi, les liens qu'on a déjà tissés. Donc peut-être la peur de perdre ce qu'on a commencé à construire. Et ce qui me retient aussi, c'est l'espoir que ça évolue en France, ce qui est déjà le cas. Ce podcast en est l'un des exemples. Voilà, donc pour ce qui me retient. Ok, merci. Et moi pareil, je pense que j'ai déjà... je sais pas, je pense c'est que j'ai déjà envisagé de partir. Après, pareil, en vrai, la France, c'est aussi où je suis né. Même Grenoble, c'est aussi où je suis né, l'endroit que je connais le mieux. Et du coup, forcément... c'est pas un truc que tu fais à la légère de dire je vais partir à l'autre bout du monde, aller habiter. C'est quelque chose qui se prépare, c'est un vrai projet de vie. Et je pense que c'est compliqué. Et du coup, j'ai déjà envisagé de partir, mais voilà. J'ai pas de projet défini encore pour l'instant. Et ce serait où, toi, que... Justement, je sais pas. J'en parlerai plus tout à l'heure, mais je suis déjà parti en Belgique à un moment. Et j'ai trouvé ça déjà différent de la France. Et je pense que juste se barrer de France, ça peut faire du bien à un moment. Même si c'est pas partir indéfiniment, mais je pense que des fois c'est trop et on a besoin d'aller ailleurs et de se poser des questions différentes, de voir comment ça évolue et tout, Et toi, Austrane ? Et moi, de la même manière, je crois que plutôt je rêvais de m'établir ailleurs, mais parce que j'idéalisais aussi beaucoup les conditions. Enfin, j'avais moins conscience en tant qu'ado, par exemple, de toutes les conditions matérielles que ça nécessitait, de
de tous ces bails aussi de langue, parce que même quand on parle bien, par exemple, l'anglais, parce que j'ai aussi beaucoup rêvé de m'établir aux États-Unis, et notamment aussi sur la côte ouest, plus jeune, même si on parle bien anglais, je veux dire, en termes de culture, ça reste complètement différent d'évoluer dans un lieu aussi éloigné en plus. Donc ça, c'était un peu mes rêves d'ado, on va dire, et ça a migré aussi vers peut-être des choses plus réalistes et qui s'inscrivent aussi dans mes pratiques documentaires, qui est de plutôt faire des allers-retours éventuellement et d'aller du coup effectivement prendre un peu de recul, comme tu disais Amar, aller voir aussi en tant que personne qui s'intéresse à tous ces champs politiques de comment on construit ailleurs, qu'est-ce qui peut exister ailleurs pour peut-être les réinjecter d'une manière ou d'une autre en revenant. Et donc pour moi maintenant il est plus question de concevoir mon futur avec ces allers-retours là. Sûrement dans des pays anglophones, mais pareil Kamar, on en discutera plus tard, il y a d'autres choses aussi qui vont peut-être opérer, donc question en suspens. Ouais, je crois que quand j'ai fini les beaux-arts, j'avais trop envie de me barrer. Et maintenant, j'ai recommencé des projets, je me remets dans des trucs à Grenoble. Et du coup, je me dis, en vrai, ça va, c'est pas si pire que ça. Mais... C'est clair. Ouais. Ouais, c'est ça. Moi, quand il y a eu les événements suite au meurtre de Naël, j'ai fait mon passeport, quoi. Ouais. Enfin, c'est hyper fort comme acte. Enfin, vraiment, j'ai chopé un rendez-vous et mon passeport, il était fait quelques semaines après. Mais effectivement, il y a des choses où je me dis, mais en fait, je suis plus si sûre. Là, je pars en repérage dans quelques semaines en Californie. Et plus ça approche, et plus je me dis, ok, prépare-toi quand même à la possibilité que, pas que ce soit une déception, mais que finalement, tu t'avais idéalisé et que tu ne te projettes pas tant quand tu y es. Et que ça reste ce sera un voyage, mais tu vas peut-être pas y aller en fait. Et c'est ok. C'est hyper important d'être conscient de ça, je pense, parce qu'on projette beaucoup de choses aussi, et même en termes de racisme, on a l'impression que c'est plus facile, par exemple dans les pays en Grande-Bretagne, où on a une visibilité aussi, on en parlait à Radio Savate notamment, mais des personnes musulmanes par exemple, dans l'imagerie, l'iconographie qu'on peut avoir, la présence de lieux de culte religieux, pour citer que ça. Et au final, on projette aussi énormément de choses dans ce qu'on voit de positif, mais concrètement, quotidiennement, il se passe autre chose, quoi. Ouais, carrément. Et ouais, même je trouve... on est algériens tous les deux, et il n'y a pas d'Algériens dans d'autres pays que l'Algérie et la France. Du coup, forcément, on se retrouve beaucoup plus isolé si on allait dans un autre pays. C'est clair. Ouais, le faire communauté, encore une fois, comment il existe ailleurs, c'est une très bonne question. J'ai l'impression qu'il y a quelques Nord-Africains, il y a des diasporas un peu marquées au Canada notamment, plutôt au Canada francophone peut-être. Peut-être un tout petit peu en Grande-Bretagne, et pas beaucoup des Algériens en réalité. Mais ouais, effectivement, comment on retrouve des personnes avec une culture qui peut ressembler à la nôtre. On éprouve déjà une déconnexion par rapport à un pays d'origine, et genre ça serait peut-être opérer plusieurs déconnexions, quoi. Ouais, carrément. Ça me lance du coup sur la question de quel est votre rapport au bled? Peut-être je peux commencer. En gros, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, même hier, j'avais pas de passeport algérien, et maintenant je l'ai. Félicitations. Merci. Et c'est surtout que ça passe de c'est ton pays d'origine à c'est vraiment ton pays, parce que t'es citoyen du pays, quoi. Du coup, je sais pas, je suis encore en train de voir avec ça. Mais c'est aussi, l'Algérie, je suis allé une fois quand j'étais petit. Et même si dans ma famille, il y a quand même la culture algérienne qui est présente, on est aussi en France, et on s'est quand même aussi intégré. Et je pense que c'est un pays que du coup, je connais pas tant que ça non plus, et que j'ai envie de connaître, parce que du coup, maintenant, c'est mon pays.
C'est vraiment mon pays. Pour de vrai. Ouais. Et ouais, du coup, ouais, il y a ce. Ouais, c'est. Enfin, ouais, c'est une relation à trouver, une relation qui se crée avec ce pays que je vais essayer d'approfondir, je dirais. Ouais. Ouais, ça doit être super déstabilisant aussi. Ouais, effectivement, je l'avais pas vu comme ça, mais de devenir citoyen d'un autre pays, parce que, évidemment qu'il s'agit de ça, mais tu vois, genre, quand tu dis que tu obtiens cette nationalité, c'est pas le truc auquel je pense en premier, mais du coup, ça me pose la question, si tu as envie d'y répondre, évidemment, mais par exemple, est-ce que tu comptes voter en Algérie? J'y pensais, c'est marrant, on a eu la même question. C'est drôle. Je sais pas, je trouve que. Enfin, déjà, le système en Algérie, bon, on sait ce que c'est, mais. Ouais, même. Enfin, je vis même pas là-bas, je suis qui pour faire un choix pour les gens qui habitent là-bas, je trouve. Ouais, je comprends, ouais. Oui, belle réponse. Ouais. Enfin, qui ouvre d'autres questions, mais... Ouais, clairement. Ça ouvre effectivement d'autres questions. Ouais. Et vous, du coup? Moi, j'en ai parlé un petit peu dans le premier épisode, mais mon rapport à l'Algérie, il est quand même super lointain, en fait. Pour le coup, j'y suis jamais allée, même pas petite. J'ai envisagé récemment d'y retourner dans certains cadres, parce que, en fait, ça m'effraie un petit peu. J'ai été marquée vachement du discours de mon père et de ma mère qui, dans les années 90, donc la décennie noire pour celles qui connaîtraient pas trop l'histoire algérienne, c'était une époque assez compliquée et terrible pour l'Algérie. Et du coup, mon père, nécessairement, il voulait pas forcément nous emmener dans ce contexte-là. Sachant qu'il y avait notamment pas mal d'actes terroristes qui pouvaient être... Oui, c'était dangereux même. Ouais. C'était hyper dangereux. Ouais. Et donc voilà, en fait, j'ai l'impression d'être aussi vachement marquée par cette narration que j'ai entendue petite, avec mon père qui aurait bien aimé y retourner. Alors juste, je me permets, je suis désolée, c'est le chat qui s'amuse avec un papier en fond des paroles de Stran qui sont très importantes. On espère que ça vous déconcentre pas trop. C'est l'invité d'aujourd'hui. Donc voilà, du coup, j'essaye de trouver, d'imaginer des moyens et de collecter des informations plus tangibles pour y retourner à terme. Mais il y a encore toute cette question de avec qui, dans quel contexte. Voilà, cet été, j'ai rencontré des personnes qui peut-être nous écoutent d'ailleurs, du collectif Tilawin, qui sont des femmes soit issues des diasporas algériennes, soit qui vivent encore en Algérie. Et au final, ça me fait une projection de plus. Je me vois bien y retourner dans un contexte peut-être artistique, avec dans un contexte documentaire ou photographique comme ça, au contact de personnes qui connaîtraient un petit peu les lieux ou un peu moins, et en groupe quoi, en fait. Je pense que ça m'intimide pas mal d'y retourner seule. Oui. Enfin, d'y retourner, d'y aller en fait, je sais pas pourquoi je dis d'y retourner. C'est assez parlant au final. D'y retourner, parce qu'on a intégré aussi le vécu de nos parents immigrés. Donc c'est normal qu'on dise y retourner, on l'a entendu ce mot. On l'a entendu, c'est vrai. C'est devenu le nôtre. Je pense. Et toi, Ida, du coup du coup, moi, je suis... on en parlait tout à l'heure. Est-ce que je suis de deuxième génération ou de première génération d'immigrés? On ne sait pas. Il y a débat. En tout cas, ce sont mes parents qui sont venus en France. Et donc, on pourrait penser que je suis proche du bled, mais en fait, absolument pas. Moi, j'y suis allée que 2 fois, à 7 ans et à 14 ans. Et c'était jeune. Donc, c'est complexe parce que j'ai grandi en France, j'y suis allée, il y a eu des chocs culturels, je m'en souviens encore. Forcément, de passer d'un pays du Nord à un pays du Sud où tu vas avoir beaucoup plus de pauvreté, de souffrance. Surtout que moi, je n'étais pas tellement accompagnée en fait, sur cette nouveauté. Et en fait, ça a été plus choquant qu'autre chose.
Surtout que j'ai eu des maladies, etc. Enfin, les trucs typiques. Donc, mon rapport au bled, c'est éloigné. Et je dirais que... donc, moi, c'est en Guinée que je suis allée à 7 et 14 ans. Et j'ai comme projet d'aller au Sénégal, là, prochainement, puisque j'y suis jamais allée. Ok. Et que et mon prénom et mon nom sont très typiquement sénégalais. D'accord. Voilà, j'ai ce projet-là. Je dirais que mon rapport au bled est très complexe et que je me l'approprie pas, en fait. Je me l'approprie pas parce que on m'a pas appris, enfin vraiment là j'ai une colère quand je le dis, on m'a pas appris les codes, on m'a pas appris aucune langue, parce qu'il y en a plusieurs du coup. J'aurais pu apprendre le soussou, j'aurais pu apprendre le wolof, ça n'a pas été le cas. Et du coup, je suis juste en colère de ça. Il va falloir que je m'en détache. Maintenant, j'ai 30 ans. C'est à moi de faire les choses. Mais c'est une charge en plus de me dire, OK, mais c'est à moi de nouer ce lien, de tisser ce lien qui aurait dû, je pense, être plus naturel. Ouais. Voilà. J'aurais pas dû me sentir aussi déracinée. Ouais. Ouais, la frustration, elle existe, j'allais dire no matter what, mais là, pour le coup, il y avait un besoin, quoi. Il y avait un besoin aussi plutôt de... Oui, parce que en fait, je subissais du racisme quand j'étais enfant, mais en même temps, du coup, je comprenais pas vraiment ce racisme. Parce que bon, dans ma tête, il y a eu un moment où je me disais, mais je suis pas différente, je comprenais pas tellement. Ouais. Et en fait, j'aurais bien aimé qu'on me dise, oui, il y a des différences, et voilà, on va t'apprendre, et c'est beau. Et donc, en fait, le truc, c'est que là-bas, je serais toujours vue comme la Babtou. Donc, il y a ça aussi, c'est de se dire, oui, ok, je veux tisser ce lien, mais en même temps, même si je vais y vivre, je serai toujours l'étranger, l'autre. Ouais. Donc, c'est complexe. Ouais, c'est complexe. Ouais. Ouais, c'est un peu ce paradoxe qu'en France, on n'est pas français, et que dans notre pays, au bled, on n'est pas de là-bas non plus, qu'on est un peu... Ouais, qu'on existe nulle part en étant vraiment nous. Oui, ça rejoint l'adage qui dit qu'on est chez nous que dans l'avion. Je ne sais pas si vous connaissez quelque chose qui dit ça pour les personnes qui sont ici de cultures différentes, c'est je me sens chez moi que dans l'avion, quoi. Ouais. Je crois Rimka, il le dit dans un son. Qui ? Rimka. Ah, ok. Yes. Ouais. Mais du coup, dans ce rapport au bled, retourner dans nos pays, comment une forme de colonisation, tu avais écrit comme question, je trouvais très juste. Parce que c'est vrai que du coup, on est né dans des pays du Nord, enfin dans un pays du Nord, en France. Est-ce que aller dans un pays, entre guillemets, du Sud, ce serait pas une forme de colonisation encore, quoi. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'injustice que nous, on a le choix, en fait. Ouais, carrément. Je pense qu'il faut y aller avec... Enfin, je pense pas que c'est toujours une forme de colonisation, mais... Enfin, pour moi, c'est une question de mentalité et de comment tu y vas. Je pense que si tu y vas, c'est pour apprendre et pour... Enfin, faut pas que tu y ailles en tant que Français ou... T'arrives pas avec tes gros sabots de Français pour dire en France on fait comme ça, c'est mieux, machin et tout. Évidemment, ouais. Ouais, je pense qu'il faut y aller en étant conscient de sa position, que t'as pas grandi ici et que... que voilà, quoi. Ouais, complètement, ouais, dans une... Ouais, il faudrait presque rédiger un guide éthique du retour au bled. Ouais, clairement. Mais en fait, ça pose la question aussi pour les pays du Nord, au Nord aussi, le privilège. Parce que là, le privilège, je l'ai aussi de dire, je vais partir en repérage en Californie pour potentiellement aller y vivre. Oui, mais tout le monde ne peut pas avoir ce type de discours. Tout le monde ne peut pas envisager de se déplacer. Enfin, moi, là, j'ai pas d'enfants, j'ai pas toute une famille à déplacer. Je suis dans la position qui permet aussi... de me déplacer, quoi. Et donc je pense que c'est pas pareil aussi que nos parents ou nos grands-parents
d'évidence, c'est un contexte complètement différent, quoi. Ouais. C'est-à-dire que eux, c'était plutôt un choix de survie. Ouais, c'était dans l'urgence que ça se faisait. C'était de l'urgence, ouais. Il n'y avait pas le choix, et peu importe les conditions d'arrivée. Ouais. Alors que nous, on envisage de partir si on est sûr que quand on arrive, on trouve une place, en fait. Ouais. En ayant toujours cette possibilité de revenir en France. Bien sûr. Ouais. Oui, c'est sûr qu'il y a un privilège. Enfin, ouais, c'est une position hyper privilégiée de pouvoir se dire qu'on peut partir et qu'on puisse refaire notre vie dans un autre pays. C'est sûr, c'est sûr. Ouais. En fait, c'était super intéressant ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que c'était pas anodin de dire retourner au bled, en fait. Et du coup, ouais, je parlais en fait des dynamiques qui pouvaient nous pousser à potentiellement envisager d'y retourner, qui sont super importantes et à ne pas, enfin, il faut absolument les prendre en compte aussi. Et c'est pour ça qu'on peut pas être des colons dans nos pays d'origine, je pense. Enfin, c'est que mon avis. Mais ce que je voulais dire, c'est que il y a beaucoup de personnes, des générations d'immigrés qui, en fait, historiquement, sont venus ici pour aussi amasser un minimum de sécurité, parce qu'on les a fait venir, évidemment, il y a toutes ces historiques derrière, et avec dans l'idée, en fait, de ne pas quitter leur pays définitivement, parce que c'est ce qu'on leur proposait aussi. C'était temporaire pour beaucoup. Donc j'ai l'impression qu'en fait, en tant que descendant d'immigrés, descendante, parfois, on est coincé aussi dans ce truc... cet imaginaire aussi de retour, en fait, tout simplement. Il y a ce truc qui perdure de génération en génération, parce que c'est hyper dur, en fait, de renoncer, et ça reste une trahison, en fait, comme eux ont pu l'expérimenter et la vivre. C'est quelque chose qu'on a évoqué récemment avec l'association Paysage à Grenoble, qui est composée beaucoup de personnes retraitées, d'hommes pour la plupart, retraités algériens, et qui parlaient de ce déchirement qu'est l'exil, et qui faisait qu'en fait, toujours dans leur coin de leur tête, ils avaient, même à 70, 80 ans, cette idée d'y retourner à un moment donné, en fait. C'était un peu leur idée, même s'ils ne le faisaient pas à la fin, quoi, leur espèce d'imaginaire rassurant, sécurisant, de la France ne nous aura pas tout pris, à un moment donné, on y reviendra, et enfin, on pourra couler des jours heureux et finir notre vie dans la maison familiale ou dans la maison qu'on a fait construire. Et je pense que ça en tout cas, personnellement, c'est quelque chose qui existe super fort en moi, et je me rends compte que ces dernières années, mais ça existe, quoi. Ouais. Oui, on hérite de tout ça. Ouais, carrément. Alors moi, tous les discours, même si j'avais 5 ans, 6 ans, 7 ans, où je les entendais se proclamer, nous, on est des exilés dans ma famille. Ouais, je l'ai intériorisé, quoi. Ouais. Inévitablement. Ce discours de toute façon, on ne sera jamais accepté ici. Ouais, je l'ai intériorisé. Du coup, des endroits où vous avez vécu, où vous allez vivre, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment vous vous y êtes senti, et ce que vous espérez y trouver si vous n'êtes pas encore parti vivre là-bas? Ouais. Alors, les endroits où j'ai vécu, donc pour ça, j'en ai déjà quand même pas mal parlé, mais du coup, je vais un peu me répéter. Donc, j'ai vécu effectivement à Albany, New York, donc sur la côte est des États-Unis. C'était en 2012. Et j'y suis allée pour trouver une forme d'anonymat, et en fait, j'y ai trouvé une forme de communauté. Pas seulement afro. C'était intéressant du coup tout à l'heure que vous disiez finalement où sont les Algériens. En fait, moi, ce que je cherche, c'est pas spécifiquement, si je me retrouve pas spécifiquement chez les métis sénégalais, franco-sénégalais. Ce que je cherche, c'est là, en l'occurrence, vraiment, il y avait de tout. J'avais un ami saoudien, des amies coréennes, une amie algérienne, des amis ivoiriens. Et forcément des amis américains avec des origines très variées. Et c'était ça qui me faisait du bien, c'était ce vrai mélange, avec ce vrai respect de chacune avec ses religions, ses visions, et une transparence là-dessus que je ne trouve pas en France.
que j'ai jamais trouvé. Bon, après, forcément, en grandissant, là où j'ai grandi, hyper exclue dans la campagne, forcément, la côte est des États-Unis, c'était juste incroyable. Est-ce que tu es passée directement de cette ville à la campagne en France à... Non, je suis passée par Grenoble entre-temps, mais Grenoble, c'était déjà pas mal. Mais ça contrastait fort. Oui, c'était un fort contraste. Et puis, pour donner des exemples, au niveau des cours, donc on était en 2012 et j'avais des cours sur... Je me suis dit, pourquoi pas prendre un cours sur l'histoire du monde. Bon, c'était forcément pas exhaustif parce que c'était un semestre, mais on parlait de l'histoire de la France et bon, j'avais un prof très, très engagé, mais la première chose qui a été dite sur la France, c'est en France, l'islamophobie est très forte. Wow. Exactement ma réaction. J'étais en état de choc, j'étais soulagée. Et en fait, quand le prof s'est tourné vers moi pour dire « Mais Aïda, est-ce que tu veux prendre la parole pour parler justement du racisme en France ?» En fait, je ne savais pas quoi dire parce que je n'étais pas du tout exercée à prendre la parole sur ces sujets-là. En mode, on a le droit de dire ça même. Oui. Mais on a le droit de parler de la guerre d'Algérie ici. Donc voilà, c'est notre histoire racontée d'ailleurs, moi ça m'a fait du bien. Voilà, ce professeur était incroyable. Et ensuite, j'ai suivi d'autres cours avec lui. Et j'ai un autre exemple à donner, c'est qu'à un moment, il y a quelqu'un qui a dit de moi « She's not black anyways ». Donc, elle n'est pas noire. Donc, une noire qui disait ça. Et ça, c'est des propos que j'ai pu recevoir en France. Mais là, directement, en fait, j'ai été défendue. Voilà. J'étais immédiatement défendue. Pourquoi tu dis ça ? Pourquoi tu lui as dit ça ? Non, mais c'est pas quelque chose que tu peux dire. Et y compris une personne albino qui, à mon avis, justement, avait déjà travaillé la question. Alors, c'était un milieu universitaire, à ne pas oublier. Donc, encore une fois, privilégié quand même. Mais voilà. La culture afro-américaine, ado, c'était la culture à laquelle j'avais le plus facilement accès. Et aujourd'hui, c'est très, très critiqué dans les milieux militants antiracistes, que justement, on s'inspire énormément des États-Unis. Mais j'ai envie de dire oui, mais il ne faut pas oublier que pendant des décennies, ça a été notre pilier. On s'est raccroché à ces figures. Et moi qui descends d'esclaves, en fait, je me sentais plus proche des États-Unis que du Sénégal. Bien, ouais. Et je n'ai pas du tout envie de rejeter ça en moi. Ça fait partie de... C'est mon parcours et je respecte le parcours, tous les parcours. J'aimerais qu'on respecte le mien aussi. Je me sens proche des États-Unis et c'est OK. Voilà. C'était un peu long comme réponse. Non, pas du tout. C'était super éclairant. Peut-être je peux continuer. Du coup, moi, je pense que en fait, du coup, on a fait les beaux-arts tous et en 4e année, on doit partir un semestre à l'étranger. Et je suis parti en Belgique, à Bruxelles. Et c'était dans le cadre de mes études. Du coup, j'y ai pas plus pensé que ça. Je me suis dit que j'allais faire des trucs sympas là-bas et tout. Et la Belgique, c'est pas non plus le pays le plus différent de la France. Mais on sent quand même qu'il y a une différence de traitement. Je trouve qu'il y a, en tout cas à Bruxelles, il y a moins de problèmes avec le truc de faire communauté. Ça dérange pas les gens de parler de la communauté marocaine de Bruxelles ou de choses comme ça. Et du coup, je me suis rendu compte que c'était... parce que j'ai toujours grandi en France, j'ai peu voyagé et tout ça. Du coup, de se rendre compte que, en fait, non, dans d'autres pays, c'est pas pareil et que... c'est pas normal ce qui se passe en France. Après, c'est pas pour dire la Belgique, il y a aussi du racisme. Oui, évidemment. Notamment, la communauté congolaise, elle est très... elle subit beaucoup de choses dues à l'histoire de la Belgique. Une histoire coloniale très violente avec le Congo. C'est ça. Mais, le Rwanda. Aussi. Ah oui, Mais, moi, en tout cas, ça m'a... Je sais pas si ça m'a ouvert les yeux, mais ça m'a fait me rendre compte de choses sur certaines choses. Après, je pense que j'y suis allé aussi dans le cadre de mes études. J'y suis allé 4 mois. Je savais que j'allais rester que 4 mois. Oui. Je suis pas allé pour y vivre. Du coup, je pense que si maintenant j'y retournais pour m'installer là-bas à vie,
j'aurais aussi un rapport différent avec l'endroit. Mais ouais, non, je pense que ça m'a fait du bien d'aller faire d'autres choses dans d'autres pays, de me rendre compte que c'était différent et tout ça, ouais. Toi, Austran, du coup? Et ben, moi, j'ai jamais vécu ailleurs qu'en France, au final. Donc, je pourrais répondre à cette question, je pense qu'à travers mes voyages qui sont nécessairement des expériences beaucoup plus brèves. Effectivement, j'ai l'impression que aux États-Unis, malgré tout ce qu'on peut en dire et malgré les systèmes très, très compliqués qui occurrent là-bas politiquement, en termes de racisme, j'ai l'impression d'avoir pu, en tout cas avoir, dans un cadre de voyage toujours, eu des échanges, des représentations ou juste en fait un accueil. Et j'étais en Californie, donc dans certains États plutôt du sud-ouest. Donc, mais bon, ça c'est encore discutable parce que j'ai été par exemple en Arizona, dans des endroits aussi plus ruraux. Mais de manière générale, en tout cas, j'ai pas eu l'impression d'avoir une impression de rejet aussi forte que par exemple dans des pays comme la France, qui cherche directement à définir déjà d'où tu viens, d'où tu es originaire, et à te mettre un petit peu dans cette case, voilà. Ou une curiosité chelou, ou clairement du racisme bien, bien clair. Ouais. Et l'Italie. Pourtant, l'Italie, pour le coup, je suis d'origine italienne, mais encore cette année, je suis allée en Sicile. C'était pas du tout la première fois que j'allais en Italie, c'était la première fois que j'allais en Sicile spécifiquement. Je viens plutôt du nord de l'Italie et j'y ai passé beaucoup de mes vacances quand j'étais enfant avec mon grand-père. Et même là, en fait, les réflexions racistes étaient assez virulentes. Même en tant qu'enfant. Donc voilà, pour le vivre ailleurs, au final, j'ai l'impression que ce que j'ai pu traverser en tant que personne qui voyage dans les pays anglophones, c'était quelque chose de beaucoup plus confortable en termes d'identification dans les diasporas que avec lesquelles j'ai pu être en contact. Une question là qui me vient, c'est tu t'es pas sentie un peu genre plus légitimement française quand tu étais aux États-Unis et qu'on te demandait d'où tu venais? Eh ben, tu veux dire légitimement dans le sens à l'aise avec le fait d'être française? Ouais. Alors, je sais pas si je me sentais vraiment à l'aise avec le fait d'être française parce que j'ai l'impression déjà que les Français, en tant que touristes, ils sont tellement exécrables pour la plupart. Ils sont vus comme ça. Du coup, en fait, j'étais, si tu veux, assez à l'aise parce qu'à l'époque, j'avais un meilleur accent anglais que maintenant. Enfin, j'ai grave perdu en niveau d'anglais. Mais quand on m'identifiait comme américaine, voire comme mexicaine, parce que avec le métissage, on peut forcément se poser tout un tas de questions. Mais du coup, il y avait des fois des latinos qui pensaient que j'étais américaine, d'origine mexicaine, quoi. Et j'étais super à l'aise avec le fait qu'ils croient que je suis effectivement américaine. Donc j'avoue qu'il y a cette petite honte d'être perçue comme français parce que juste... Ah ouais? Ouais. Ouais. Bah, il y a vraiment beaucoup d'endroits où on est perçu comme soit vraiment scandaleux et insupportable et pas du tout ingrat, quoi, en tout cas très dans les services, etc. Et c'est vrai qu'au final, tu croises beaucoup de groupes de Français qui parlent fort pour râler, qui sont... c'est un des trucs une constante que j'ai pu constater en voyage, c'est ça, quoi. T'as pas envie d'être assimilé à d'autres Français, quoi. Mais waouh! C'est pas du tout mon expérience, c'est super. Ouais. Ah ouais? C'est fou. Ah ouais. Bah, c'est peut-être parce que c'était pas dans les mêmes États, je sais pas. Moi, j'ai fait du coup Floride et New York. Et en fait, quand on me demandait d'où je venais, je disais juste ouais, je suis française. Ouais. Et en fait, je sais pas, c'est le seul endroit, le seul moment de ma vie où je le disais, mais en étant assez au clair avec ça. Ouais. C'est-à-dire que tu pouvais juste être française à leurs yeux et qu'ils allaient pas chercher justement au niveau de tes origines. En fait, ils sont plus à l'aise, c'est-à-dire qu'ils savent et ils sont au clair avec le fait que, oui, les Français, ils ont tout type d'origine et de couleur. Et en fait, c'est le seul moment où je disais, ouais, je suis française et c'était bon, quoi. C'était réglé. Voilà, je suis née en France. Alors bon, la question forcément, c'était t'es née à Paris, tu vis à Paris. Voilà. Ça, c'est un peu fatigant, mais sinon, c'est juste drôle, quoi. Okay. Contrairement en France où on te dit, ouais, mais tu viens vraiment d'où, en fait? D'ici. D'ici. Ouais, là, la réponse, elle peut s'arrêter à la France, quoi. Oui, il n'y a pas cette fétichisation ou cette curiosité malsaine. Du coup, c'est étonnant et tu me parles de ça et ça me fait un peu peur.
Du coup, j'ai pu... Tu seras pas une touriste si jamais tu t'installes là-bas dans tous les cas. Donc, non, c'est sûr. Mais ouais, c'est vrai que dans les autres pays, t'es plus... t'es français dans les autres pays. Quoi. Ouais. Même si... Certains autres. Encore une fois, l'Italie, non. Je pouvais pas dire que j'étais française. Non, l'Espagne non plus, mais... Ah ouais, l'Espagne aussi. Ouais. Ah bah, ça fait de moins en moins de pays sur la liste. On réalise ça. Et du coup, les endroits où on envisage de vivre, comment est-ce qu'on espère s'y sentir? Qu'est-ce qu'on espère y trouver? Je sais pas. Si j'ai toujours un peu envie de retourner à Bruxelles, mais ça, c'est des choses qui se décideront. Mais je pense que si je pars de la France, c'est juste que j'en ai marre et que j'en peux plus de tout ce qui se passe, quoi. J'y cherche pas quelque chose, je cherche quelque chose en moins. Plutôt. Ouais. Moi, je pense que ce que je projette, ce que je fantasme, c'est cette ouverture, cette diversité que j'avais trouvée il y a plus de 10 ans, du coup. Et cette diversité et puis plein d'événements que je rate et qui m'intéressent beaucoup. Un peu comme, t'habites à Grenoble, il y a plein de choses que tu rates parce que tu n'habites pas à Paris. Et moi, j'ai cette sensation-là avec les États-Unis. Par exemple, l'Afro-Punk Festival qui a eu lieu à Brooklyn. J'étais encore une fois dégoûtée de ne pas y être. T'as pu y assister déjà une fois dans ta vie? Non, jamais. C'est le gros rêve. Ça n'existait pas. Et, c'était un gros rêve. Et il y en a plein. Et c'est tout bête, mais à Grenoble, prendre des cours de danse afro, j'ai déjà fait. Et c'est chouette. Mais en fait, il n'y avait que des blancs, quasiment. Et du coup, je rêve un peu... et c'est ce que j'imagine en Californie. Tu veux aller prendre un cours de danse afro, il y aura des noirs, quoi. C'est archi pas bête, en fait. C'est juste un petit peu la base, quoi. Genre... Oui. Et voilà, plutôt que faire défiler mon feed Instagram pour voir des queer BIPOC qui parlent par exemple de handicap, qui parlent de grossophobie, qui sont hyper variés dans leurs identités plurielles, plutôt que de les faire défiler sur mon feed, les voir dans la vraie vie, en fait. C'est ça, c'est mon fantasme. Voilà. Même si je sais par ailleurs que faut que je me prépare aussi à tout ce qui est violent aux États-Unis, les violences institutionnelles, les violences tout court, quoi. Mais Et d'ailleurs, en parlant de ces violences ou d'autres violences, est-ce que tu aurais envie de nous dire un petit peu aussi ce qui a pu t'être apporté par les amis, les expériences qui pouvaient être traversées en termes de racisme, par exemple, par des personnes que tu as pu connaître là-bas, ou est-ce que tu en as quand même fait l'expérience, ou est-ce que tu ne peux pas en parler du tout, c'est ok aussi. Et non, mais malheureusement, je pense que j'étais hyper privilégiée dans mon expérience puisque j'étais dans les milieux universitaires. Ce que j'ai pu constater, effectivement, c'est pour des amis algériens qui avaient une couleur de passeport différente, qui n'avaient pas une aussi grande liberté d'expérience que moi, justement. Et puis, j'ai conscience des problématiques systémiques là-bas, tout ce qui est, par exemple, le fait que tu rentres en prison et après, tu n'es plus citoyen, tu ne peux plus voter. Or, les populations qui sont ciblées particulièrement, c'est les latinos et les blacks, les noirs. Et du coup, j'ai conscience de ces choses-là. Je lis énormément sur ces choses-là, mes auteurs, autrices préférés sont américains. Mais non, je l'ai pas vraiment vécu. Après, est-ce que ça compte d'avoir entendu, d'avoir eu en bas de chez moi des gens qui se tirent dessus, voilà, le fait, juste la présence des armes à feu, le système de santé qui est extrêmement compliqué à manœuvrer, mais encore une fois, j'étais privilégiée parce que je suis française. Donc, non, j'ai conscience que j'ai une forme de distance avec ça. Et là, je communique avec des gens qui sont aux États-Unis et qui, eux, veulent s'expatrier vers l'Europe pour fuir les États-Unis. Donc, en fait, j'ai l'impression que c'est une espèce de
j'ai un peu cette impression de ok, ça s'arrête jamais. Ouais. Ça s'arrête jamais. Donc c'est pour ça que c'est fort la citation, l'expression que tu as eue au début de on se sent à la maison que dans l'avion. Ouais. Parce que je crois que c'est un peu ça, quoi. Ouais. Après, des fois, c'est vrai qu'en n'ayant pas fait l'expérience du racisme tel qu'il est présent dans un pays toute notre vie, peut-être, je sais pas, j'imagine que peut-être des fois on peut amener une autre forme de force parce que c'est différent, justement. Enfin, je sais pas, après, c'est juste des suppositions, hein, mais voilà, peut-être. Ouais. Et je pense qu'il y a un certain confort à être expatrié dans un pays. Ouais. Parce que t'es jamais vraiment du pays, mais t'es... t'as pas la nationalité, t'appartiens pas vraiment non plus au pays. À tout moment, tu peux te barrer si t'as envie. Ouais. Et c'est quand même une situation qui est assez confortable, je pense. Oui. C'est vrai, ouais. Ouais, tout à fait. Et en même temps, qui doit provoquer une certaine forme de vide, plus intime, quand t'es isolé potentiellement d'un entourage de base. C'est vrai. Oui, une aliénation, en fait. Ouais. Après, ce qu'il y a, c'est que voilà, quand tu te sens déjà aliéné en France, c'est ça. Bah, la perspective d'aller plus loin dans ton aliénation, elle te fait ni chaud ni froid. C'est vrai. C'est un peu ça, hein, en tout cas mon mood 2023, quoi. Ouais. On va voir ensuite ce que ça donne, mais... Ouais, je comprends. Voilà, puis même en termes de... Je sais pas, je pense que le fantasme de partir, même en dehors des identités marginalisées, il doit y avoir certainement de la théorie là-dessus, mais je pense que psychologiquement, c'est un système de défense. Bien sûr. Aussi. Ouais, carrément. Voilà. Ouais, puis le fait de se sentir toujours plus ou moins prêt à partir, ce que tu disais même Amar, en mode j'en ai marre, à un moment donné, si j'en ai vraiment trop marre, c'est ça qui me poussera à partir. Et ce que tu dis toi, Aïda, aussi, c'est assez révélateur sur le fait que, encore une fois, pour revenir un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, mais on se sent, on a une habitude d'être toujours prêt à partir, quoi. Donc c'est un petit peu cet aspect conditionnel de notre présence ici qui marque probablement ça, je pense. C'est le fait de cette facilité de se projeter ailleurs, et même le fait qu'on enregistre un épisode entre personnes racisées avec des expériences différentes de partir, pour l'interrogation, c'est pas anodin, quoi, en fait, je pense. Ouais. Carrément. Oui, puis si on se sentait à la maison en France, c'est ça, la question, elle se poserait même pas. Mais oui. Malgré les difficultés, parce que moi je projette d'aller dans un pays où il y a énormément de racisme, et c'est extrêmement dangereux, extrêmement violent. C'est du coup fuir un racisme pour aller en retrouver un autre, mais c'est parce que j'ai la perspective d'y trouver plus de communauté, comme je disais. Bien sûr. Voilà, et plus de transparence sur ces problématiques. Donc j'ai juste envie de me sentir à la maison, et je pense que ça c'est juste une raison suffisante pour continuer de chercher. Si on a encore une fois le privilège de le faire. L'énergie, le privilège. C'est vrai. J'étais en train de lire un article pour préparer le podcast. C'est un article de Bloomberg qui parlait qu'en gros en France il y a une fuite des cerveaux un peu musulmans, et que en fait les gens qui ont le privilège, les gens qui partent, c'est des gens qui sont privilégiés, qui ont fait des études, et qui disaient, c'est qu'il y avait beaucoup d'islamophobie aussi dans le milieu du travail, et que du coup les gens ils partaient pour aller faire des carrières dans, je sais pas, n'importe quel milieu dans d'autres pays, parce qu'il y avait moins de plafond de verre de tes musulmans, du coup t'atteindras pas des positions des positions hautes. Tout à fait. Et c'est encore une position qui est très privilégiée de pouvoir partir quand même. Bien sûr, évidemment. Oui, il faut en être conscient, quoi. C'est ça. Mais effectivement, par exemple, porter le voile au travail, en France, ça va pas t'aider à évoluer. Hein. Ouais. Ah, pire que ça, Oui, non, c'était... Non, je sais, C'était pour approuver ton propos. Vaut mieux en rire, ma foi, parce qu'on en pleure tellement. C'est vrai. Mais la fuite des cerveaux, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. C'est triste, en fait.
Et du coup, tu as l'impression que statistiquement, il y a du coup un faible pourcentage de personnes qui sont dans ces dispositions qui peuvent effectivement partir matériellement parlant. Enfin, Tu je sais pas parles si de dans ton... personnes plus précaires? Ouais, enfin, juste dans l'article que tu as lu, tu as l'impression qu'il y a... Enfin, que c'est quelque chose qui peut se faire de manière... Ben ça, on parlait pas trop. Après, je pense que c'est moins choquant quand il y a des pauvres qui partent, malheureusement. Enfin, parce que c'est de la main-d'œuvre qui est. Ouais, enfin, qui se remplace et que. Ouais, Que interchangeable. tu comptes pas. Ouais, c'est ça. Parce que là aussi, l'article était un peu tourné en mode tiens, ils ont fait toutes leurs études en France, mais après ils partent. Les ingrats. C'est triste. Yes. C'est pas dit comme ça, mais. Ouais, voilà. c'est un peu connoté. Ouais, tu vois. Je vois, ouais. Ouais. Et oui, c'est vrai, effectivement. On va pas parler de la manœuvre. Bah non. Ouais, parce qu'il y a toujours de la nouvelle manœuvre qui arrive. Ou... Ah oui. Ouais. Ouais, encore une fois, c'est une problématique intersectionnelle. Ah ouais. C'est-à-dire que tu commences à, entre énormes guillemets, gagner de la valeur aux yeux de la France. Ouais. Et là, elle s'est dit, oh non, mais restez. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est comme quand tu dois faire les process pour te faire naturaliser en France. Ouais. Tu dois montrer que tu participes au rayonnement de la France. Ouais. Vous avez vu ça? Ouais, c'est qu'il y a des questionnaires et il y a des questions auxquelles on peut même pas répondre, nous. Tellement spécifique et tellement de culture générale. absurde, en fait. De fou, ouais. Et puis, enfin, oui, la culture générale, mais moi, je suis sûre que je passe pas. Je connais pas la moitié je connais pas 70% des expressions françaises. J'écoute pas de chansons françaises typiques, entre guillemets. Ouais. Et puis, tu te demandes où est cette petite ville, ce petit bled paumé au milieu de la campagne, dans quel département. Enfin, j'ai vu ça récemment, j'étais genre, waouh, enfin, c'est incroyable. Ouais, c'est insensé. Ça me fait penser au travail d'un artiste. Donc, l'artiste auquel ça me fait penser, là, cette discussion, c'est Taïsir Batniji. Alors, je suis sûre de ne pas prononcer correctement son nom et j'en suis navrée. Donc, l'expo que j'avais vue, c'était quelques bribes arrachées au vide qui se creusent au Macval. Donc, le musée d'art contemporain du Val-de-Marne. Et donc, il a fait tout un travail sur le processus de sa naturalisation. Et bon, entre autres, en fait, c'était vraiment une exposition très immersive avec beaucoup de travaux. Et moi, j'ai été très touchée par une vidéo de lui qui reste face à la caméra pendant que des bombes tombent dans la ville. Et rien que d'y repenser, pourtant c'était, je crois que c'était il y a 2-3 ans, mais t'étais là. Oui, j'étais là, ouais. Ah, j'avais oublié. Oui, je pense que c'était il y a 3 ans. Ouais, c'était il y a 3 ans. Bah, en fait, rien que d'y repenser, moi, je suis sortie de la salle parce qu'en fait, j'ai pleuré, quoi. Mais pour le citer, il ne m'est pas possible d'indiquer Palestine comme pays de naissance, cette dénomination n'étant plus utilisée pour les événements survenus à partir du 13 mai 1948. Bon, on est parti un peu ailleurs, mais en fait, cette question de papier, d'identité, de titre, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé aux Beaux-Arts, notamment. C'était l'une de mes recherches, parce que j'ai moi-même travaillé au service passeport et carte d'identité et que j'en ai vu... je sais pas, le fait d'y travailler, c'était encore plus absurde. Et c'était encore plus douloureux par rapport aux personnes qui sont sur une fin de parcours de transition de genre, sur les personnes qui, justement, sur une fin de parcours de naturalisation. Et les personnes aussi qui ne savent pas que leur bébé qui est né en France ne peut pas avoir un titre. Ça m'est arrivé très souvent, d'avoir en face de moi des parents qui ont un bébé et qui essayent de faire un titre. Et moi, je dois dire non. Tu devais leur expliquer que non, en fait. Ça devait être d'une violence inouïe. C'était extrêmement violent. Et bon, j'ai tendance à utiliser justement la violence que je reçois dans mon art. Et donc, donc ça m'a beaucoup touchée, ce travail. Oui, c'est que juste ces papiers, ça définit carrément ta place dans le monde. Et nous, en ayant des passeports français, on est quand même super privilégiés, rien que pour se déplacer.
Je crois que c'est un des passeports où tu peux aller dans le plus de pays au monde, le passeport français. Ok, je savais pas ça. Oui. Ouais. C'est pas si étonnant au final. Ouais, je pense que c'est genre 194 pays ou un truc comme ça. Ça change un peu chaque année, mais... Ouais. Alors que j'ai regardé avec mon passeport algérien, je crois que je peux aller dans 35 pays. Oh, wow. Oui, puis rien qu'à la couleur, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il est très visible puisqu'il est vert. Ouais. Voilà. C'est simple, c'est réglé. Nous, le nôtre est quoi? Rouge, bordeaux? Oui, il est rouge. Ouais. C'est une différence conséquente. Ouais. J'avais pas conscience, je savais qu'il y avait plein de pays en tant qu'Algérien ou Marocain, tu pouvais pas aller, mais la différence, elle est vraiment incroyable. Enfin, là, c'est où tu peux aller sans visa. Ok. Il y a des visas qui se font, mais... Ouais, il faut les négocier aussi beaucoup plus. Enfin, je sais que quand je suis partie aux États-Unis, par exemple, la section visa pour les pays Nordaf, c'était pas la même section que pour les Français. Non. Donc j'imagine qu'il y a une négoce à faire qui est montrer patte blanche. Déjà que tu es accueilli par la douane avec 1000 questions aux États-Unis, ça doit être assez terrible en tant que personne. Ouais, du coup, j'avais aussi la question de partir, mais partir moins loin. Du coup, est-ce que changer de ville en France, ça changerait quelque chose? Est-ce que c'est des choses que vous avez envisagées aussi? Comme quasiment tout le monde, j'ai envisagé Marseille. Voilà. Mais ça devient hors de prix et hyper bourgeois. Hyper gentrifié. Ouais, c'est ça. Donc, je sais plus. Forcément, habiter à Grenoble, tu envisages Lyon à un moment donné. De toute façon, pour les études, ça s'est posé comme question. Lyon ou Grenoble. Enfin, Lyon, c'est de droite. Ah ouais, Lyon, c'est tellement de droite. Je crois que j'ai jamais envisagé sérieusement. Ouais, moi non plus. Et malheureusement, moi, la région parisienne, je ne peux pas l'envisager. C'est vraiment une région qui est rattachée à trop de choses personnelles, problématiques. Et donc, j'ai pas envie d'y aller. Et je pense que si j'avais pu, peut-être que ça aurait été dans un coin de ma tête. Ouais. Pareil, j'ai envisagé Paris à un moment donné, mais au final, matériellement, je pense que j'aurais difficilement pu suivre, en fait. Parce que, je veux dire, même pareil, la gentrification de la banlieue parisienne, on peut en parler, même vivre en banlieue, maintenant, c'est hors de prix, en fait. Donc, c'est une question qui a pas mal tourné pour moi ces dernières années. Il y a Nantes que j'aime bien, mon frère vit là-bas, et c'est vrai qu'il y a des cercles militants qui peuvent être assez intéressants, mais à côté, c'est vrai qu'il y a très très peu de personnes racisées. Sur la côte ouest française, de manière générale, j'ai l'impression qu'il y a vraiment très peu de personnes racisées. Beaucoup moins qu'ici, en tout cas. Donc c'est vrai que Grenoble, je sais pas, il y a une forme d'équilibre. Mais c'est assez étrange parce qu'au final, je pense à partir depuis longtemps et au final, je pense à rester aussi pas mal. Bah oui, non, mais Grenoble, c'est hyper attachant comme ville. C'est ça qui est complexe aussi. Moi, je trouve que cette ville est très attachante. Je suis assez d'accord, Ouais. En plus, moi, je suis né ici, j'ai toujours grandi là, du coup, j'ai un rapport quand même. Mais je pense que si je partais de Grenoble pour aller dans une autre ville en France, ça serait pas sur des questions de racisme, mais ça serait juste des questions de taf et de trucs comme ça, quoi. Ouais, tout en sachant que finalement, tu peux revenir à Grenoble de temps en temps. Ouais, c'est ça. Mais je pense pas que le racisme est différent dans d'autres endroits de France, en tout cas. Ok. Non, complètement. C'est sûr que, en fait, oui, c'est plus le faire communauté. Encore une fois, est-ce qu'il est possible ou pas du tout? Je pense que être dans un endroit où il m'est complètement impossible de faire communauté d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, dans ma vie, ça me ferait peur, en fait. Je pense d'être la seule personne arabe dans un endroit. C'est comme être une femme entourée que de mecs. C'est intimidant. Et puis je pense que même physiquement, ton corps, au bout d'un moment. Enfin, moi, j'ai un nouveau tic, entre guillemets. Je sais pas si non, je peux pas dire ça, c'est psychophobe, mais j'ai une nouvelle habitude, c'est de regarder autour de moi à chaque événement. Il y a combien de personnes racisées ici? Et en vrai, Grenoble, ça va, c'est pas pire. Ouais, c'est ça. Il y a des endroits où vraiment j'ai peur, quoi. C'est vrai.
plus il y a de personnes racisées, plus je suis rassurée. Ouais. C'est bien, on a commencé l'épisode en disant qu'on voulait partir et on finit en disant que Grenoble, c'est pas si mal. C'est marrant. Ouais. C'est beau. Bah oui, mais il y a une partie de moi qui... Enfin, moi, j'aimerais bien rester. Hein. Ouais, C'était une propagande cachée pour Grenoble. On vous l'annonce. Ouais. Bon. Ouais. Et puis, du coup, est-ce que c'est bon, je peux... Ouais, vas-y, ouais. C'est bon. Donc, j'ai écouté un podcast récemment de Jeans qui s'appelle Afroféminisme au pluriel et spiritualité au pluriel. Et donc, très intéressant, je vous le conseille, évidemment. Mais pour citer Mame Fatou Niang, se déplacer géographiquement ou par les lectures, elle disait à quel point c'était nécessaire. Et moi, donc, la question que je souhaite vous poser, c'est est-ce que c'est de l'ordre de la survie pour nos identités marginalisées ? Question qui peut rester ouverte. Hein. Ouais. Ouais. Non, c'est vrai que la question de partir, mais je trouve qu'il y a aussi une... Ouais, que personnellement, je consomme beaucoup de culture d'autres pays. Et que, ouais, je pense que le regarder ailleurs, même pas juste partir ailleurs, il est important. Ouais. Et il fait du bien aussi. Juste de voir qu'on existe ailleurs, que les choses se passent différemment ailleurs, même si c'est pas des choses que tu vis toi, des choses que tu vivras sûrement jamais toi, ouais, c'est quand même important. J'ai rien à ajouter, le regarder ailleurs, ça m'a scotché. C'est c'est beau. C'est hyper pertinent, je trouve. Ouais. La survie, elle se loge sûrement là-dedans, à mon sens. Oui, tout à fait. Et moi, je pense que c'est vraiment grâce justement, même avant les lectures, parce que les lectures, c'est quand tu as un certain niveau académique, quoi, un certain âge aussi. Mais les cultures, du coup, via Internet. Hein. Ouais, on est l'ère d'Internet. On est des millennials tous les trois. Non, mais je suis Gen Z. C'est vrai ? Ouais. Ah, waouh. Intéressant. mais voilà, du coup, heureusement qu'il y avait Internet, pour mon cas en tout cas. Ouais, non, carrément. Et moi, c'est le hip-hop, vraiment, qui m'a aidé à me déplacer quand j'étais jeune. Et ensuite, effectivement, le déplacement, il peut s'opérer quand tu es dans ton lit, en train d'écouter un podcast, en train d'écouter une musique ou quand tu vas voir un spectacle, quand tu vas voir une expo, le déplacement il peut être aussi ici, quoi. Ouais, carrément. Juste pour terminer, effectivement là on vient de parler de hip-hop et Austran, donc c'est la danse qui te vient en tête. Et c'est vrai que le corps est extrêmement important. Et je me souviens plus exactement dans quel livre j'ai lu ça. Mais Frantz Fanon dit que c'est à partir du moment où nos corps sont libres dans leur mouvement qu'on peut dire aussi qu'on échappe à la colonisation. Comme promis, on vous fera un épisode dans quelques mois quand on sera revenu de nos voyages respectifs. À bientôt.